Madame Françoise Nicolas, bonjour. Bonjour Monsieur Abad. Voilà, je suis content de vous recevoir. Donc, avant de commencer cet entretien, une question habituelle et rituelle. Est-ce que vous pourriez prendre la peine de vous présenter en quelques mots, s'il vous plaît? Volontiers, donc je m'appelle Françoise Nicolas. Je suis une ancienne fonctionnaire du ministère des Affaires étrangères à la retraite depuis 3 ans, parce qu'il y a quelques années, eh bien, j'étais diplomate en poste à l'ambassade de France au Bénin. Dans le cadre de mon travail, j'ai été amenée à mettre en évidence des détournements de fonds publics. Je les signalais en interne. Du coup, eh bien, ça s'est mal passé puisqu'on a tenté de me tuer à mon bureau. Et à la suite de ça, j'ai eu des sanctions disciplinaires multiples jusqu'à ma radiation il y a 3 ans maintenant. Les sanctions disciplinaires, c'est-à-dire que oui, vous avez bien entendu, on a tenté de me tuer à mon bureau. Voilà, j'ai survécu, on m'a frappé par surprise, étranglée. Euh, Ah, et on y reviendra et parce j'ai que été rapatriée disciplinaire. C'est moi qui ai été sanctionnée. Voilà, vous avez bien entendu, bien compris. on en Je suis ce reparlera. qu'on appelle une lanceuse d'alerte. Voilà. D'accord. Alors justement, on en reparlera de ça aussi, de votre tentative d'assassinat. Et justement, donc j'ai lu différents articles sur cette affaire, et vous vous définissez comme une lanceuse d'alerte. Moi, j'aimerais savoir qu'est-ce que c'est une lanceuse d'alerte. Alors, ce n'est pas moi qui me définis lanceuse d'alerte, ce sont les autres. Un lanceur d'alerte, c'est quelqu'un qui signale de graves dysfonctionnements, euh, plutôt dans le cadre de son travail, de son activité professionnelle. Et donc, voilà, c'est ça un lanceur d'alerte pour moi. Quelqu'un qui fait son travail, qui en faisant son travail, signale des dysfonctionnements qu'il constate dans le cadre de son travail. Donc voilà, c'est tout. Alors, vous l'avez dit, hein, vous avez été en poste à l'ambassade de France à Cotonou, au Bénin, de 2008 à Ah, 2010. Voilà. Et dans le cadre de votre travail, vous avez découvert des choses qui aujourd'hui vous valent tout ce que vous nous avez décrit en début d'entretien. Mais comment avez-vous découvert ces histoires assez effrayantes que vous révélez? Alors, ces détournements de fonds publics, je les ai découverts parce que j'étais responsable d'un petit service au sein de l'ambassade, le service des bourses d'études Mission Invitation. Et mon travail consistait à transformer des instructions en réalité très concrètes, c'est-à-dire que je montais des dossiers pour que les bénéficiaires puissent soit venir en France étudier, soit visiter la France, voilà. Enfin, visiter, excusez-moi, venir assister à des conférences, à des séminaires, ce genre de choses. Et donc, ces dossiers étaient associés à un budget. Et moi, j'avais mis en place des bases de données pour gérer mes dossiers de façon très efficace. Et c'est cette rigueur qui m'a permis à un moment donné, suite à un changement de hiérarchie, de mettre en évidence ces dossiers vides. Et je m'en suis alarmée. Voilà, des dossiers vides qui étaient imputés sur les crédits de l'État. Donc, en clair, des détournements de fonds publics. Mais alors, quand vous découvrez ça, enfin, c'est une question qui va peut-être vous paraître bête, mais vous êtes en poste, vous découvrez ça. Quelle est votre première réaction? Est-ce que vous dites je me suis trompé? Enfin, quel est votre état au départ de cette affaire, hein? Ah non, mon état a été vraiment d'une grande naïveté. À un moment donné, ma nouvelle hiérarchie m'a demandé de rendre compte finalement de mon service, de son fonctionnement, voilà, parce qu'elle venait d'arriver. Et moi, tout à coup, je me suis rendu compte que, dans un mail, j'ai évoqué des dossiers fantômes. Je leur ai dit, bah, écoutez, oui, bien sûr, je vous rends compte du fonctionnement du service, mais je me rends compte qu'il y a des dossiers fantômes. Je ne comprends pas ce qui se passe. Je vais enquêter. Ça a commencé comme ça. Et puis, bien en fait, au fil des mois, je me suis rendu compte que ces dossiers fantômes étaient de plus en plus nombreux, quasiment une centaine. Et donc, mes signalements en interne ont duré l'espace de quelques mois, enfin 3 mois exactement, et avant que je n'avertisse l'administration centrale pour leur exposer la situation et leur demander conseil. Voilà, c'était des… Mais quand vous parlez de dossier fantôme, pour quelqu'un qui n'est pas de la partie, enfin, comment ça se matérialise concrètement? Qu'est-ce que c'est un Ah dossier bah bon, fantôme? un dossier fantôme, c'est un dossier vide, mais imputé sur le budget de l'État.
C'est-à-dire que moi, quand je montais mes dossiers, je recevais les bénéficiaires ou je prenais contact. Et donc, pour un dossier, vous aviez au moins le nom de la personne, ses coordonnées, d'où elle venait, où elle allait, les contacts et tout ça. Et là, en l'espèce, c'était des dossiers vides, des dossiers absolument vides, mais qui étaient imputés sur le budget de l'État. Et moi, je pouvais m'en rendre compte en comparant, d'une part, mes bases de données propres dans le cadre de mon métier, dans le cadre de mes fonctions, et d'autre part, le logiciel d'imputation sur le budget de l'État. Voilà. Mais Et je me rendais compte. ça veut dire que Oui, je vous en prie. ça veut dire que les personnes qui faisaient ces dossiers fantômes, ils ne prenaient pas la peine de créer une fausse identité parce que à vous lire, c'est assez facile de débusquer ce détournement. Alors, si, il y avait parfois des identités, parfois des numéros, mais les dossiers étaient vides. Alors, je vais revenir sur peut-être, pour éclairer vos auditeurs, sur le mode de fonctionnement mis en place par ma hiérarchie pour ces dossiers vides. Donc, moi, j'étais diplomate en charge de ces dossiers et cela me prenait beaucoup de temps pour gérer, pour monter ces dossiers, les traiter, etc. Cette nouvelle hiérarchie, lorsqu'elle est arrivée à l'ambassade, m'a déchargée d'un certain nombre de dossiers pour les confier à une secrétaire locale. Cette secrétaire locale, elle avait déjà en charge le secrétariat de 5 assistants techniques. Elle ne faisait pas les heures supplémentaires que moi, en tant que diplomate, je faisais. Voilà. Et elle arrivait, malgré tout, dans l'organisation de cette nouvelle hiérarchie, à traiter tous ces dossiers. Évidemment, comment est-ce qu'elle arrivait à accomplir le miracle de traiter tous ces dossiers vides? C'était parce que ils étaient vides. Enfin, de traiter tous ces dossiers, pardon, c'était parce qu'ils étaient vides. D'accord. Mais une fois que vous faites cette dénonciation à l'administration, enfin à votre hiérarchie, à l'administration centrale, oui, dites-moi. Oui, non, j'ai signalé, j'ai signalé. Oui, Je n'ai signalez. jamais dénoncé, j'ai toujours signalé. Donc, je n'ai signalé qu'une fois finalement auprès de l'administration centrale, puisqu'après j'étais agressée, mais j'ai signalé respectueusement ces dysfonctionnements parce que je considérais fondamentalement que ma responsabilité était engagée et mon idée c'était de revenir à un fonctionnement normal de l'administration, pas du tout de dénoncer, vous voyez? Mais alors, pour revenir à ce terme-là, quand vous signalez ça à l'administration centrale, ça devait pas être facile après de travailler dans ces conditions. Mais en fait, tout s'est passé très vite parce que j'ai signalé ces dysfonctionnements à l'administration centrale début décembre 2009. Voilà. Je suis partie en vacances peu de temps après. Je suis rentrée à mon bureau début janvier 2010 et j'étais aphone, très, très malade. Mais j'avais quand même du travail, donc je devais organiser un concours de spécialité pour médecin. Donc, je me suis, euh, je me suis accrochée à mon travail et j'ai été agressée quelques jours plus tard. Donc, en fait, ça s'est passé très, très vite, vous savez. Moi, la période où j'ai constaté les dysfonctionnements, donc avec l'arrivée de cette nouvelle hiérarchie, euh, a duré 4 mois. Au bout de 4 mois, donc au bout de 4 mois, j'étais agressée, on a tenté de me tuer à mon bureau. Voilà. Mais alors, en fait, ma question elle est que quand vous signalez en fait à votre, vous l'avez signalé à votre hiérarchie ou pas du tout? Oui, bien sûr, en toute naïveté. Et quelle était la réaction quelle était la réaction de votre hiérarchie en fait? Oh là là, très violente, très, C'est- très hostile, et je n'ai pas compris. D'accord. Je n'ai Mais quand pas vous dites compris. très violente, c'est-à-dire, vous pouvez donner c'était verbal, c'était des Ah humiliations, oui, oui, j'avais alors, en général, je reviendrai sur un exemple connu parce que comme peu de temps après, j'étais tombée dans un piège tendu par l'ambassadeur, donc j'avais des avocats et je les informais. J'avais par exemple, je les ai informés à un moment donné qu'une même semaine, plusieurs personnes m'avaient répété la même scène. Une réunion de service s'était tenue et on avait évoqué, enfin le sujet évoqué, c'était comment on va réussir à éloigner Madame Nicolas de l'ambassade. Pourquoi pas un viol commandité? Et cette expression de viol commandité m'avait alarmée parce que c'est une expression peu courante en France, encore moins au Bénin. Voilà. Donc ça, c'est un exemple fort parce que j'ai écrit ça à mes avocats en leur expliquant la situation de façon très détaillée, donc avec des noms de témoins qui m'en avaient parlé, leurs coordonnées, etc. Ça, c'est un exemple pour vous donner une idée de l'ambiance qu'il y avait. Parce qu'évidemment, il y a eu plein d'autres choses. J'étais l'objet de cris, de mails
en caractère gras, souligné, enfin, de grandes violences qui parfois ont entraîné à distance l'intervention de mes avocats, Mais, qui eux quelle, étaient en France. mais quelle était l'attitude de vos collègues alors? Plutôt hostile alors à ce que vous nous dites? Alors en fait, dans le service, donc mon petit service était au sein du service de coopération et d'action culturelle, donc qui est voilà, un des gros services d'une ambassade. Et en fait, tous mes collègues étaient soumis à la violence de cette nouvelle hiérarchie et on ne comprenait pas trop ce qui se... Enfin, on faisait tous profil bas, en fait. On faisait tous profil bas, on essayait juste de sauver notre peau. Et on travaillait chacun beaucoup. Moi, j'ai pas du tout compris ce qui se passait, donc j'avais mes soucis à gérer. Enfin, mais sur l'ensemble des agents qui étaient de mes collègues, on faisait tous profil bas, on rasait les murs. Hein. D'accord. Mais est-ce qu'en privé, sans dire les noms, est-ce que certains de vos collègues vous ont quand même un petit message de sympathie, d'encouragement, ou au contraire, Après mon agression, oui, oui, tout à fait. Tout à fait. Je suis restée en contact avec des collègues. Tout à fait. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est quand j'ai été agressée, on y reviendra peut-être, j'ai été, euh, j'ai été rapatriée disciplinaire, donc accusée par l'ambassadeur d'être l'agresseur. Et donc, parce que vous m'interrogez sur mes collègues, par la suite, des collègues m'ont écrit parce qu'ils n'ont pas compris ce qui se passait. Pourquoi d'un coup, j'avais disparu de la circulation, je n'étais plus à l'ambassade. Et donc, je les ai informés de ce qui s'était passé, ils n'en revenaient pas. Parce que c'était, alors que de l'autre côté, dans des documents officiels, l'ambassadeur expliquait que c'était moi qui avais agressé ma collègue. et en termes de malversation, alors à votre avis, est-ce que vous avez pu le chiffrer et ça dure depuis combien de temps? Ou ça a duré Alors, depuis combien de temps? alors est-ce que j'ai pu le chiffrer? Je pourrais le chiffrer parce que j'ai encore les lignes d'imputation budgétaire donc sur les crédits de l'État, mais je n'ai plus le barème. Donc, j'évalue en gros à 100 000 euros les détournements de fonds sur mon service parce que par ailleurs, il y a eu un rapport fait par mon premier chef de bureau sur les détournements à l'échelle de l'ambassade. Donc, moi, je ne parle que de mon service de l'ordre de 100 000 euros. Voilà. Et la deuxième partie de votre question, c'était? Depuis combien de temps ça a duré à votre avis? Alors, dans mon cas, ça a été exponentiel. Enfin, ça a vraiment été. Je m'en suis rendu compte à partir de l'arrivée de cette nouvelle hiérarchie, c'est-à-dire l'été 2009. Voilà. Et Donc, pour moi, je l'ai constaté à partir de septembre 2009, puisque auparavant, j'étais en France, retenue en France contre mon gré, suite à un piège tendu par l'ambassadeur. Voilà. et est-ce que vous avez essayé de contacter, je ne sais pas moi, des syndicats ou autres? Est-ce qu'ils vous ont aidé? Pas du tout. Alors oui, 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 absolument. À l'époque, puisque j'étais tombée quelques mois plus tôt dans un piège tendu par l'ambassadeur, donc c'est comme ça que j'avais saisi des avocats et qu'un syndicat suivait ma situation de façon très, très précise. Donc du coup, lorsque j'ai pu reprendre mes fonctions et que j'ai découvert cette nouvelle hiérarchie, pendant plusieurs mois, j'informais mes avocats et le syndicat de tout ce qui se passait. Et oui, le syndicat était au courant et lorsque j'avais été piégée en France à l'été 2009, lorsque j'étais allée voir des permanents syndicaux et que je leur avais expliqué ce qui se passait, ces gens-là n'ont pas été surpris parce qu'ils ont même deviné qui était en poste dans cette ambassade. Ah, mais il y a un tel. Oui, bien, ah bah oui, bien sûr, évidemment. Les personnes, les cadres qui étaient en fonction à l'ambassade, ambassadeurs et autres, étaient des gens notoirement connus pour détourner de l'argent public. Ça se savait. D'accord. Voilà. Et donc, vous dites que vous avez été mise en retraite forcée, vous avez été expulsé du Bénin, les syndicats ne vous ont pas aidé. Et sauf vous dites que vous dites un terme très fort, vous dites que vous avez été victime d'une tentative de meurtre. Mais a priori, si l'État avait voulu vous tuer, vous serez déjà morte, non? Ah, mais j'aurais dû mourir. J'aurais dû mourir. Je suis en vie par miracle. Hein, parce que euh, cette tentative de meurtre, oui, enfin, ça a été qualifié de tentative de meurtre pénalement en France. Hein. Ce qui s'est passé, c'est que j'étais assise
à mon bureau, absorbée par mon travail, et que d'un coup, d'un seul, enfin, ma collègue de bureau, qui est un emploi fictif de l'ambassade, s'est levée, m'a frappée sans raison, a tenté de me crever les yeux et m'a étranglée jusqu'à l'asphyxie. Et comme à l'époque, j'étais à faune, je n'ai pas pu, enfin, j'ai voulu appeler au secours, mais aucun son n'est sorti de ma bouche. Et par chance, un agent d'entretien travaillait à proximité, a entendu un bruit anormal venant du bureau, a ouvert la porte, a réussi à arracher mon agresseur à mon cou et m'a sauvé la vie, in extremis. J'aurais dû mourir. Sans cet agent d'entretien qui travaillait à proximité, qui a été intrigué par le bruit de classeurs qui tombaient, etc., je serais morte. Je serais morte, bien sûr. Je crois D'accord. qu'il y a, pour que vos auditeurs comprennent, il y a donc juste après l'agression, un médecin a pris des photos de mes blessures. Je publie certaines de ces photos sur Twitter et l'intention de me tuer est évidente. J'étais étranglée avec une très large abrasion au niveau du cou. Voilà, donc moi j'ai fait des mois d'hôpital ensuite. J'étais Et très blessée. vous avez porté Comment? plainte contre cette personne? Oui, oui, j'ai porté plainte au Bénin, j'ai porté plainte en France, absolument. Mes plaintes au Bénin, j'y ai renoncé dans les mois qui ont suivi pour privilégier le droit français. Et mes plaintes en France n'ont pas été instruites. D'accord, donc, Alors, pour que mes plaintes n'ont pas été instruites, alors je vais vous donner un exemple parlant. Ma première plainte pénale en France est restée bloquée 1 an à Rennes, 1 an à Tarascon, 1 an à Montpellier. Donc, il a fallu qu'Elisabeth Badinter, que je connais, intervienne auprès du procureur pour demander des explications. Donc, ma plainte a aussitôt été classée sans suite. Donc, il y a eu ensuite une plainte pénale pour tentative de meurtre, justement à Nantes, et qui a fait l'objet d'un non-lieu l'année dernière au motif que mon avocat avait répondu hors délai à une question sur d'autres procédures en cours. Enfin, j'ai porté plainte pour tentative de meurtre. Mon agresseur n'a jamais été inquiété, n'a jamais été interrogé. Mes plaintes pénales n'ont jamais été instruites. Voilà. mais pardon d'insister là-dessus, mais si vous aviez été victime d'un assassinat dans un bureau de l'ambassade, enfin, c'est quelque chose qui se sait, qui se voit. Enfin, Non, non. du tout. Non. Excusez-moi d'avoir éclaté de rire, mais c'est que non, je pense sincèrement qu'on n'aurait pas retrouvé mon corps. Euh, ou alors, si on l'avait retrouvé, on l'aurait retrouvé sur une plage voisine de l'ambassade, mal fréquentée la nuit. On aurait dit, voyez, Madame Nicolas, qui avait de mauvaises fréquentations, elle a eu ce qu'elle méritait. Ça, j'en suis mais convaincue. Voilà. Donc aujourd'hui, vous êtes mise à la retraite forcée. Et qu'est-ce que vous attendez en fait aujourd'hui? Ah, ce que j'attends, c'est l'application des lois. C'est l'application des... Les lois ne me sont pas appliquées depuis le début. Et notamment, j'ai été confrontée devant les tribunaux français à la raison d'État. À la raison d'État, donc c'est quand même hallucinant. Donc, j'ai tout perdu, moi, à ce jour quasiment. Donc, j'ai perdu toutes mes procédures sous des motifs à chaque fois plus ahurissants les uns que les autres. Notamment cette raison d'État parce que la collègue qui m'a agressée était la maîtresse du beau-frère du chef de l'État béninois. Donc la première fois que j'ai lu ça, je suis tombée de ma chaise. Mais en fait, ça a été retenu 1 fois, 2 fois, 3 fois par des tribunaux. Et en termes juridiques, ça donne dans les considérants des jugements le maintien des bonnes relations diplomatiques entre la France et le Bénin. Voilà. Je pense que là, on est aussi en pleine France-Afrique parce que, bon, vous voyez bien que si ça m'était arrivé, imaginez un diplomate français étranglé à l'ambassade, je sais pas, à Moscou par un intime de Poutine, vous voyez bien que ça ferait du bruit. Ce serait un scandale. Ou transposer ça dans n'importe quel pays, on en parlerait, ça ferait un scandale. Moi, ça a été étouffé. Et heureusement que j'ai des preuves, heureusement que j'ai les photos prises par un médecin, que j'ai, enfin, que j'ai énormément de preuves
Sinon, on ne me croirait pas. Même avec ces preuves, pendant longtemps, on me faisait un petit peu, enfin, même le ministère des Affaires étrangères me faisait passer pour une folle, jusqu'à ce qu'il y ait un premier livre qui parle de mon histoire, un livre de poche. Mon histoire faisait l'introduction d'un livre de poche en 2011. Mais enfin, je produis des preuves plus qu'il n'en faut. Et aujourd'hui, il y a toujours des procès en cours où toutes les procédures sont considérées closes et terminées. Alors non, sur 10 procédures, il en reste 3 en cours. Il reste donc cette plainte pénale pour tentative de meurtre, j'ai fait appel du non-lieu. Il reste ma retraite, ma mise à la retraite d'office qui était validée par une cour d'appel, donc j'ai saisi le Conseil d'État. Et enfin, ma demande de protection fonctionnelle qui a d'abord été refusée au titre de la raison d'État. Ça a été annulé par une cour d'appel. Et puis le ministre des Affaires étrangères a persisté dans son refus en m'écrivant que grâce au ministère, on m'avait évité une incarcération dans les geôles béninoises. Et que si je n'étais pas contente, eh bien, je devais saisir un tribunal, ce que j'ai fait. Donc ça va être, voilà, la protection fonctionnelle. Donc c'est la protection que doit toute administration à ses agents. Voilà. Donc c'est vraiment la base. Et dernière question, aujourd'hui, est-ce que vous avez peur pour votre vie ou pas du tout? Je pense que la publicité me protège. La publicité me protège. Donc, si un jour j'ai un accident, ce sera pas, voilà. Enfin, je pense que le fait d'en parler beaucoup, ça, ça joue pour ma protection. Donc voilà, ça avait été d'ailleurs le débat en 2011 avec le journaliste qui avait rapporté mon histoire dans l'introduction de l'édition poche de son succès de librairie qui s'appelait les diplomates derrière la façade des ambassades de France de Franck Renaud. On en avait parlé et lui était d'avis effectivement que ça jouait en faveur de ma sécurité de donner mon nom. Puis de toute façon, moi, je n'ai rien à cacher. Hein. Voilà, je n'ai rien à cacher. Eh bien, merci beaucoup. Ce sera le mot de la fin. Merci.